Bien, d'abord, je dois faire une précision. Il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Ici, nous sommes dans le cadre d'un front qui n'est pas une coalition politique. Un front, c'est un regroupement autour de quelques questions qui sont relativement transversales et qu'aucun des membres du front ne peut prendre en charge seul. Et ici, on s'est retrouvé dans le cadre d'un front avec quelques points dont les plus importants, c'est d'abord le processus électoral, que Macky Sall, le candidat Macky Sall, je ne dis même pas le président puisqu'il entretient la confusion lui-même, le candidat au deuxième mandat, Macky Sall, conduit seul depuis plusieurs années. Il a fait seul son fichier électoral, il a fait seul ses cartes d'identité, il modifie de manière unilatérale et le code électoral et la constitution. Donc, le premier point, c'était ça. Et c'est un recul démocratique extraordinaire parce que quand même, après les étapes de 98 jusqu'en 2012, nous pensions que le Sénégal avait dépassé ce genre de soubresaut. Même en 2012, il n'y a pas eu de contestation sur le processus électoral ou sur le fichier lui-même, mais la contestation, c'était plutôt autour de la troisième candidature du troisième mandat d'Abdoulaye Wade. Et là, on a enregistré un recul de plus de 30 ans avec Macky Sall, obsédé par une réélection qu'il ne compte pas avoir par ses réalisations et par sa bonne gouvernance, puisque nous savons que sur ce plan-là, c'est la catastrophe, mais par un forcing électoral. Et c'est le premier point qui réunit tous les acteurs de ce front. Et je crois pouvoir dire que c'est essentiellement, pratiquement toute l'opposition aujourd'hui. Le second point maintenant, c'est les libertés, les droits et libertés de l'opposition de manière générale. Vous avez vu ce qui se passe avec le dossier de Karim Wade ou ce qui se passe avec le dossier de Khalifa Sall, ce qui se passe avec ce procédé cavalier du parrainage. Évidemment, ça, c'est des violations flagrantes, attentatoires même aux droits de l'opposition. Voilà les questions qui nous réunissent et autour desquelles nous allons mener la bataille. Maintenant, le deuxième volet de votre question, c'est une question plutôt électoraliste. Comment faire pour vaincre Macky Sall en 2019? Je crois qu'à ce niveau-là, chaque membre de ce front ou chaque groupe constitué de ce front, si c'est des coalitions, a sa stratégie personnelle. Le PDS a son candidat, le groupe de Khalifa a son candidat, le PUR, ça vous le poserez au PDS. Je dis qu'ils ont un candidat, qu'on le voie ou pas, tant qu'on n'est pas dans l'élection, parce qu'on peut être candidat et débarquer à la veille des élections pour faire sa campagne. Donc ça, ce n'est pas le plus important. Mais je dis qu'ils ont un candidat. Je suppose qu'ils auront dans tous les cas un candidat, vu leur histoire et leur trajectoire. Le groupe de Khalifa a déclaré un candidat. Le PUR a un candidat. D'autres, Malick Gakou, qui est membre du Front, est candidat. Ainsi de suite. Chacun d'entre eux a sa stratégie peut-être pour aller à cette élection présidentielle. Étant entendu que nous allons vers une élection présidentielle, le mode de scrutin, c'est le scrutin proportionnel. Dans ce type de scrutin, on a intérêt à avoir plusieurs candidats crédibles. J'insiste sur le terme. Il ne s'agit pas d'avoir des candidats pour avoir des candidats, mais il est bon d'avoir 3, 4, 5 candidats crédibles de l'opposition qui tous vont faire le plein de voix pour amener obligatoirement Macky Sall au deuxième tour ou même l'éliminer dès le premier tour, ce qui n'est pas impossible. Et à partir de ce moment, si lui il est au deuxième tour avec un candidat de l'opposition, je crois que toutes les forces de l'opposition feront bloc autour du candidat de l'opposition qui est arrivé au deuxième tour. S'il y a plus de 5 candidats, est-ce qu'il y a une possibilité de rationalisation pour en avoir juste 5? Qu'est-ce que vous voulez rationaliser en réalité? Mais puisque vous parlez de 5 candidatures crédibles. Oui, mais vous savez, 5 candidatures crédibles. Et chacun fait le plein de voix. Ça peut aller de 5% des voix à 15 ou 20 ou 25% des voix. C'est sûr que ça empêchera Macky Sall d'avoir ses 51% ou 52% pour passer au premier tour. C'est ça qui est important. Et à ce moment, la rationalisation intervient au deuxième tour où chacun des candidats malheureux, mais ayant obtenu un score crédible, pourra faire un transfert au profit du candidat le mieux placé et donc systématiquement gagner et vaincre Macky Sall au deuxième tour. Et nous considérons aujourd'hui qu'il n'est pas mauvais que dans ce front même, qu'on ait le front comme cadre de combat
Le plus important, c'est qu'on ait des élections libres, transparentes et démocratiques. Parce que si on a dans ce pays-là des élections libres, transparentes et démocratiques, Macky Sall ne peut pas gagner, et il le sait. Et en ce moment, les conditions ne sont pas réunies. Mais vous-même, vous voyez, parce que s'il y a toute une stratégie élaborée pour éliminer des candidats qu'on craint, pour essayer de complexifier la candidature des gens de l'opposition qui reste. Parce qu'aujourd'hui, au lieu, pour nous l'opposition, au lieu de passer notre temps à affiner nos stratégies, finaliser nos programmes, communiquer, on est obligé de nous redéployer pour aller chercher des signatures. Donc, et c'est qu'eux, ils vont obtenir facilement en utilisant les leviers de l'État et le fichier dont ils disposent eux. Et donc, tous ces éléments-là ne méritent pas pour des élections transparentes. Je vous ai dit tantôt qu'aucun membre de l'opposition ne connaît le fichier aujourd'hui. Comment vous pouvez aller dans une compétition, vous ne connaissez pas le fichier. Nous ne savons pas au jour d'aujourd'hui où est-ce qu'on en est exactement avec la délivrance des cartes d'identité, cartes d'électeurs. Donc, tout est fait. On n'a pas la carte électorale pour savoir où est-ce qu'il a créé des bureaux de vote. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe dans le nord du pays où on fait traverser des Mauritaniens pour venir les inscrire dans le Fouta, et ainsi de suite. Donc tout est mis en place pour qu'on ait des élections chaotiques, comme ça a été le cas des législatives d'ailleurs. Nous sortons d'une élection législative il y a juste 1 an, qui ont été les élections, en tout cas l'une des plus chaotiques du Sénégal, et il n'en a pas tiré les conséquences. Il continue avec le même schéma. Il veut créer le chaos parce qu'il sait que des élections libres, transparentes et démocratiques, il se peut qu'il ne soit même pas au 2e tour, lui. Il veut créer le chaos pour, au soir de l'élection, se déclarer vainqueur et militariser le pays. En réalité, c'est ça sa stratégie. Vous prévoyez de saisir le Conseil constitutionnel justement contre cette loi? C'est déjà fait. Okay. Ça a été fait, le Conseil s'est prononcé la semaine dernière. Vous êtes un peu en retard dans l'information. Nous avons saisi le Conseil s'est prononcé le mercredi passé, je crois, pour nous débouter, sans argument. Il va y avoir un autre recours maintenant, je crois, auprès de la CEDEAO. Les avocats ont déjà finalisé et nous saisirons cette juridiction qui est en réalité le dernier recours. Si c'est en dehors de ça, je crois que chacun d'entre nous est en train de s'organiser également pour pouvoir recueillir les signatures parce que c'est pas ça c'est pas insurmontable. Les gens se battent pour le principe. Mais aujourd'hui, je crois que beaucoup de partis de ce front en tout cas ont la capacité de lever les signatures. Ce n'est pas ça le problème. Quand nous, au niveau de PASTEF, nous savons que nous pouvons lever aujourd'hui 150 000 signatures, 200 000 signatures. Peut-être la seule difficulté, c'est le verrou de dire qu'il faut qu'il y ait 2000 signatures obligatoirement dans 14 régions. Mais rien que sur Dakar, il est possible aujourd'hui de lever 70 000, 80 000, 100 000 signatures sur la diaspora, ailleurs et ailleurs. Donc ce n'est pas ça le problème. Mais c'est un combat de principe. On ne peut pas être dans une compétition et l'un des acteurs, l'une des parties prenantes se permet de définir seul et de manière unilatérale les règles du jeu, comme il veut. C'est ça le fond du débat. Et ça ce n'est pas admissible dans une démocratie comme le Sénégal qui, quand même, de conquête à conquête, avait réussi à asseoir des acquis solides, enviés un peu partout. Mais aujourd'hui, on voit le recul qu'il y a. Et la dernière décision de la CEDEAO, d'ailleurs, sur l'affaire Khalifa Sall l'a montré. Quand on piétine toutes les règles de droit, on instrumentalise la justice pour lui faire jouer un rôle qui ne l'honore pas. Et ça se termine comme ça, c'est un camouflet pour le Sénégal, qui était un exemple dans la sous-région et dans la région africaine même, qui était un exemple au niveau mondial de se retrouver dans ces situations où on nous dit que vous n'êtes même plus capable de respecter les droits élémentaires à un procès, que les droits d'un accusé, aussi importants qu'un maire de Dakar doublé d'un député, ont été piétinés de bout en bout. C'est un camouflet. Ça doit être même une honte pour le Sénégal, mais surtout pour le régime politique de Macky Sall, qui est un régime violent, un régime qui ne respecte absolument pas le droit ni les règles minimales. Et nous considérons que nous allons mener tous les combats, mais notre conviction, c'est que ce n'est pas dans les discussions de salon, ce n'est pas sur le terrain judiciaire ou juridique qu'on va amener Macky à reculer, d'où d'ailleurs l'initiative d'organiser cette marche, qui n'est que le point de départ d'une série, en cas de manifestation. Est-ce que la marche a été